Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Toute l'actualité de la principauté, c'est ici et c'est maintenant. La France est en plein confinement. On le sait. Qu'en est-il de l'Italie? Peut-on s'y rendre? Et si oui, comment? Nous avons demandé plus d'explications à l'ambassadeur d'Italie à Monaco. Vous allez pouvoir vivre un moment exceptionnel. Nous irons au milieu de l'océan. Le navigateur Boris Herman effectue son tour du monde en solitaire, le célèbre Vendée Globe. Il est actuellement dans le top 10. Il est à peu près sur la ligne de l'équateur et il sera avec nous en espérant que la technique suive et qu'il n'y ait pas de décrochage de faisceau. Nous verrons bien. En tout cas, restez avec nous. Nous débuterons une nouvelle série de portraits afin de mettre en lumière les membres du Centre scientifique de Monaco. Ça sera retrouvé tous les mardis. Le premier numéro est consacré à une spécialiste des coraux, Stéphanie Reynaud. Et enfin, ne manquez pas un entretien avec Gad Elmaleh. L'humoriste va poser ses valises au Grimaldi Forum le temps de 2 spectacles les 3 et 4 décembre prochains. Mais avant de développer ces titres, nous vous retrouvons Alexandra Pani pour un point info grandement consacré à la fête nationale et notamment à des remises de médailles. Bonsoir Fabien, cette année une remise de décoration particulière était organisée pour rendre hommage aux personnes ayant participé pleinement à la lutte contre la Covid-19 dans leur travail ou en tant que bénévoles tout au long de cette crise. Nous vous dévoilions hier les images de la cérémonie de remise de la médaille décernée au centre hospitalier Princesse Grace. Une seconde cérémonie était organisée lundi dans la cour d'honneur du Palais Princier. 85 décorations ont été remises par le prince Albert II. Et du côté du Stade Louis II, ce sont d'autres décorations qui ont été remises aujourd'hui. Oui, il s'agit des médailles de l'éducation physique et des sports. 46 récipiendaires ont été décorés cette année par le prince souverain. Fabien, sachez que toutes les remises de décoration sont diffusées en intégralité sur notre antenne. Et n'oubliez pas que jeudi, comme chaque année, les célébrations de la fête nationale seront diffusées en direct sur Monaco Info. On vous donne rendez-vous dès 9h55 pour la messe d'Action de Grâce, puis à 11h30 pour la prise d'armes dans la cour d'honneur du Palais en présence de la famille princière. Bon, on espère que vous serez nombreux au rendez-vous, à défaut de pouvoir se rendre sur la place du Palais cette année. Vous pourrez quand même vivre cet événement sur Monaco Info. Dans le reste de l'actualité, la SNCF a réalisé un sondage et la gare de Monaco est plutôt bien placée. Oui Fabien, un très beau résultat pour la gare de Monaco qui se classe deuxième gare la mieux notée de cette enquête de satisfaction avec une note globale de 8,67. Les personnes interrogées ont dû répondre à des affirmations concernant les 5 promesses SNCF qui correspondent aux informations fournies, au déplacement dans la gare, la propreté et la sûreté, le moment d'attente passé et les services et commerces. Seule la promesse 4 concernant le moment passé en gare a baissé par rapport à l'enquête de l'an passé. La SNCF a précisé que de nouvelles solutions pour améliorer cet aspect sont en cours de développement, telles que la diffusion de musique et le développement d'événements culturels. Merci Alexandra, on vous retrouve dans quelques instants. Vous êtes nombreux à vous poser la question, à savoir si l'on peut ou pas se rendre actuellement en Italie. Les informations à ce sujet sont souvent assez vagues. Pour y répondre, Christina Tomel est partie à la rencontre de l'ambassadeur d'Italie à Monaco. La situation en Italie, du point de vue sanitaire, c'est une situation compliquée. Le gouvernement a classé les 20 régions italiennes en trois zones, en trois différentes couleurs. Le rouge, où on a une situation sanitaire très grave, et donc les réglementations sont strictes. Par exemple, la Lombardie et le Piemonte. Et on a d'autres régions qui sont orange, où la situation c'est moins grave, mais reste sérieuse. Et c'est la Ligurie. Monaco, comme pays, ce n'est pas dans la liste des pays étrangers qui est classé dans une région de risque élevé. Donc, en principe, ils peuvent y aller. Mais il faut considérer que pour aller de Monaco à l'Italie, il faut transiter pour la France. Et la France, au contraire, c'est un pays où on a un niveau de prudence qui oblige à faire un test, un tampon pour vérifier la présence du virus. Donc, si quelqu'un de Monaco veut aller en Italie, en Ligurie, il doit faire le test. Et nous allons à présent, et c'est exceptionnel, rejoindre un aventurier qui est actuellement au cœur de l'océan Atlantique, au niveau de la ligne de l'équateur pour être précis. Il effectue un tour du monde en solitaire. C'est un des participants du Vendée Globe. Il navigue aux couleurs de la principauté avec le monocoque IMOCA de la team Malizia sous la bannière Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Il est actuellement 8e au classement et il a pris du temps pour nous. Boris Herman, bonsoir. Première question toute simple, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous?
Bonjour tout le monde. Je me sens excellent aujourd'hui. Depuis une journée, j'ai trouvé mon rythme. J'arrive à dormir, j'arrive à évacuer le stress du départ depuis 2 jours. Et la première semaine était intense, et très engagée. Et il y avait un peu de frayeur avec de tempêtes. Et on a passé tout ça, on a laissé tout ça derrière nous et le bateau est dans un parfait état. Il n'y a rien à déclarer. Et, on est prêt à attaquer le poteau noir ce soir. Racontez-nous votre vie à bord. Comment ça se passe? Comment vous dormez? Comment vous mangez? Comment ça se déroule une journée type dans ce bateau? Oui, voilà, vous me voyez assis dans le cockpit. Ici, je travaille pour régler mes voiles. Quand je descends à l'intérieur, c'est là où je passe 80% de ma vie. Je dors, je mange, je fais la météo, je regarde l'ordinateur pour régler la conduite du bateau avec les pilotes automatiques très sophistiqués aujourd'hui. Donc, on est entre la météo, les voiles, les vagues, l'assiette du bateau. Donc, il y a toujours ce cercle des questions qui nous agitent dans la tête et on essaie de faire avancer le bateau au mieux. Et le Vendée Globe, c'est une course donc à travers le monde en solitaire et pourtant vous avez enfreint les règles. Vous n'êtes pas parti tout seul. Vous êtes parti avec Alfonso, un doudou. C'est une belle histoire. Racontez-nous ça un peu. Ah oui, je vais le vous montrer. Je vais le chercher. Donc, une école en Allemagne m'a donné ce peluche. Il dit bonjour, Alfonso. Et c'était une école avec la fille d'un bon ami à moi. Il est navigateur aussi, donc sa fille a suivi avec sa classe la course. C'était une proposition de ses parents. Et j'ai fait un tour du monde 2008-2009 et Alfonso a fait le tour avec nous, 158 jours en mer. On a repris cette idée quand on a créé la Malizia Ocean Challenge il y a 2 ans avec Pierre Casiraghi et la team Malizia. Et donc on avait déjà ces expériences-là. Il a aussi fait un tour du monde avec moi en 2010-11 sur la Barcelona World Race. Donc c'est vraiment en plus très expérimenté en mer. Boris, c'est un tour du monde en solitaire. Est-ce que vous gardez comme ça des contacts sur Terre avec vos proches? Si je suis pour moi-même, j'ai mon temps libre, je me mets dans la bannette avec mon téléphone et je peux faire du WhatsApp avec ma famille, mes amis, les copains de l'équipe Malizia. Et je peux faire aussi du WhatsApp téléphone avec ma femme. Je le fais une fois par jour pour garder contact avec notre petit bébé aussi. Et elle met le téléphone à l'oreille de notre bébé. Le bébé elle sourit déjà et elle essaie de taper le téléphone. Et c'est toujours le meilleur moment de la journée. Et cette aventure est aussi, pour vous, en ce qui vous concerne, aussi environnementale, puisque vous faites des prélèvements tous les jours, il me semble. Oui, la bonne chose, c'est que notre laboratoire océanographique est complètement automatisé et la seule chose que je fais, c'est une fois par jour, je regarde les paramètres sur l'écran et tout fonctionne bien. Qu'est-ce qui est dangereux en mer? Qu'est-ce qui vous fait peur pendant cette aventure? Qu'est-ce que vous craignez? Il ne faut pas faire des conneries déjà. Il ne faut pas mettre des voiles trop grands, naviguer trop vite ou aller sur le pont sans s'accrocher. Donc les dangers, c'est d'avoir de la casse mécanique pour pas pouvoir finir la course, genre des problèmes mécaniques dans le mât, les safrans, de taper s'il y a un grand morceau de bois dans l'eau, ça tape en safran, ça tape le foil, ça peut finir la course assez vite. Quand vous êtes parti, on était en pleine crise sanitaire, on l'est d'ailleurs toujours. Vous n'avez pas l'impression finalement que c'était une bonne chose, en quelque sorte, de partir, de faire ce tour du monde au bon moment? Ah oui, j'ai vu en dessin, en rigolant, il y a les skippers au Sable d'Olonne qui partent et qui disent bon courage aux gens qui restent à terre derrière nous. Donc, il y a un petit fond de vérité avec ça. La situation pour vous, les terriens, n'est pas évident avec le contexte. Et par contre, c'est peut-être le meilleur temps pour s'échapper en mer. Et on a l'impression de louper un peu moins la vie sociale normale. Alors le Vendée Globe, donc c'est une aventure absolument incroyable, mais c'est
ça peut être dangereux, c'est long, vous êtes en solitaire. Une question toute naïve, pourquoi avoir décidé de participer tout simplement à cette aventure? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à partir, à faire cette aventure? C'est le rêve du petit gamin. Quand j'avais 16 ans, j'ai regardé un film sur Loïc Perron et les autres qui sont été dans le Vendée Globe dans les années 80. Et ça m'a vraiment inspiré. J'ai lu aussi des bouquins et ça m'a jamais lâché, cette affaire. Et pour moi, déjà, ça m'inspire de voir que si un gamin se met un rêve dans la tête, on peut réaliser des choses dans la vie, on peut suivre des rêves et avec un peu de chance et en trouvant les bons gens le long de la route, ça peut se réaliser. Merci infiniment, Boris Herman, d'avoir répondu à mes questions. Merci tous. Je tiens à remercier également le Yacht Club pour avoir rendu cette liaison possible. On reviendra bien sûr régulièrement sur cette grande aventure qu'est en train de vivre Boris Herman. Avant de retrouver l'humoriste Gad Elmaleh dans quelques instants sur Monaco Info, on débute une nouvelle série de portraits consacrés aux acteurs du Centre scientifique de Monaco. Nous ouvrons le bal avec la pétillante Stéphanie Reynaud. Elle nous explique son parcours et son quotidien au sein du CSM. Reportage d'Alexandra Pani. Elle a passé son enfance sur les bords de la Méditerranée. Son quotidien aujourd'hui est de comprendre et analyser ce qu'il s'y passe pour mieux la protéger. Stéphanie Reynaud est chargée de recherche au Centre scientifique de Monaco depuis 18 ans. Alors moi, j'étais baignée dans le monde scientifique de tout jeune, parce que mes parents avaient des laboratoires d'analyse médicale. Donc très vite, j'ai su que j'étais bonne en maths, en physique et en bio, et pas du tout en français. Donc c'était comme une évidence, et j'ai toujours eu envie de voir ce qui se passait sous la mer. Donc j'ai fait Palmas Quetuba en étant toute jeune, et puis rapidement mon baptême de plongée, puis j'ai enchaîné les niveaux, et après l'idée est venue de lier ma passion avec mon futur métier. Elle naviguera entre Nice et Marseille pour ses études. Après une maîtrise en biologie des organismes et des populations, elle poursuit son cursus avec un master puis un doctorat en biogéochimie. C'est de la biologie adaptée à tout ce qui est cycle géochimique. Donc les grands cycles du carbone, de l'azote. Alors moi je travaille particulièrement sur l'azote et l'oxygène, tout ce qui est incorporé dans le squelette des coraux pendant qu'ils calcifient, pendant qu'ils produisent leur squelette. Stéphanie et l'équipe de chercheurs dont elle fait partie travaillent régulièrement avec d'autres centres de recherche et des expéditions scientifiques comme les explorations de Monaco ou Tara Océan. En tant que plongeuse professionnelle, elle est amenée à parcourir le globe. Ses recherches s'articulent autour de l'impact des paramètres environnementaux sur les coraux et les récifs coralliens, par l'augmentation de température, l'acidification des océans ou l'eutrophisation. On travaille beaucoup sur les coraux tropicaux, donc qui proviennent autant de la mer Rouge, de l'Australie. Mais on travaille aussi sur des coraux méditerranéens, donc qui viennent d'ici, autour de nous, de la Corse, de l'Italie, de l'Espagne. Et on travaille sur des coraux profonds, donc des coraux dits profonds, c'est-à-dire qu'ils sont à plus de 50 mètres de profondeur. Ce qu'on a au laboratoire sont entre 150 et 250 mètres. Donc on les récupère avec des ROV, des petits robots autonomes avec des petites pinces. Et ils viennent d'Espagne et de Chypre. Ça, c'est des mysis, comme des petites crevettes. Et après, ils les ramènent au niveau de leur bouche. Donc en fait, il suffit que je le lâche juste au-dessus des polypes. Je trouve que c'est sympa de travailler avec du vivant, parce que les coraux, donc, c'est bien des animaux. Donc des fois, on ne le voit pas, mais si on se penche un peu, on peut voir l'ouverture des polypes. Donc quand on leur donne à manger, par exemple, il y a les polypes qui vont sortir. Donc on voit vraiment une petite interaction. Moi, ce qui me plaît, c'est tout ce côté varié. Pas faire toujours la même chose, pas travailler 8 ou 9 heures par jour sur le même sujet. Chaque expérience est différente. On se pose beaucoup de questions, on réfléchit, donc c'est très enrichissant. Une vie au service de ces organismes encore trop peu connus du grand public et pourtant essentiels à la compréhension de la santé de nos océans. Une jolie annonce intervient dans un contexte sanitaire particulier en France, surtout dans le domaine culturel. L'absence de confinement en principauté va permettre à Gad Elmaleh de se produire à 2 reprises au Grimaldi Forum, les 3 et 4 décembre prochains. Derrière ces 2 spectacles événements, une belle rencontre, celle entre l'artiste et le producteur monégasque Salim Zegdar. Patricia Navarro était avec eux. Gad Elmaleh, bonsoir. Bonsoir. Salim Zegdar, bonsoir. Bonsoir. Vous l'hyperactif, vous trépigniez depuis le mois de mars, le premier confinement et l'annulation des Sérénissimes. C'était plus du trépignement, hein. C'était une attente absolue. Et là maintenant, je suis super heureux puisque, enfin, on va rebouger un petit peu. Vous avez 2 hyperactifs.
C'est une parenthèse enchantée qui s'offre à vous à Monaco. Complètement. D'abord parce que c'est une occasion de se produire. C'est aussi une histoire de rencontre. C'est aussi, après, inutile de repréciser le lien affectif que j'ai quand même avec Monaco, et familial. Et donc ça représente un endroit important pour moi, un public aussi, qui m'a vu souvent en spectacle. Mais au-delà de ça, il y a une envie de vivre, je dirais, hein, de vivre sur scène. On appelle ça du live. On veut du vivant, on veut du... Alors le show, vous le savez certainement, on va le faire vraiment dans les règles, avec toutes les restrictions qui sont requises. Comme pour ce plateau d'ailleurs, hein, je Comme le pour ce mentionne, plateau, mais nous avons voilà. enlevé les masques dans le respect Voilà, on a retiré les masques. distanciations. Ça s'est passé comme ça. Il y a quelques semaines, j'ai vu un spectacle de Renaud Capuçon. Et je suis sorti de là, et on s'est rencontrés, et je dis, mais on peut faire des shows à Monaco? La queue, tu faisais la queue, chaque spectateur était à 1,50 m l'un de l'autre, tu devais te mettre du gel avant de rentrer, c'est très spécial, tout le monde est masqué, les rangs sortent un par un, je suppose que c'est ça qu'on fera. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça bloque un peu, mais c'est la seule condition dans laquelle on peut faire le show. Mais non, oui, c'était un challenge. Et puis, à l'issue de ce spectacle que tu as vu, c'était après le week-end. On a été notre numéro patient mutuel pendant le week-end en disant on va faire, on fait pas, on s'est appelé, etc. Et puis, très vite, on a le Grimaldi Forum quand même qui nous accueille, qui nous fait cette amitié de nous aider, puisque aujourd'hui, organiser un spectacle avec les distanciations sociales, c'est compliqué. Et vous faites un effort sur les tarifs aussi. On fait un C'était gros la raison effort pour sur les laquelle j'ai tarifs. parlé de ce cadeau au C'est public ça. monégasque. C'est ça qui est important de préciser, c'est-à-dire qu'au-delà de simplement d'ouvrir la salle et de dire c'est bon, tu peux faire le show, il y a toute une équipe qui s'adapte. Et moi aussi, je m'adapte et tout le monde s'adapte. Alors justement, recontextualisons ce spectacle que vous allez donc donner les 3 et 4 décembre. Il intervient après 5 années, loin des scènes françaises. J'ai commencé à le roder. Et la crise est tombée au plus mauvais moment, mais vous étiez en C'est terrible. rodage. Pour vous donner une image, l'avion était au roulage. Il n'avait même pas décollé. Vous savez, quand il roule bien et que vous dites ça y est, c'est parti, et ça se passe bien. Et vous avez un peu peur de l'avion, mais quand même, c'est bien stable. C'est un gros avion, il est beau, le pilote, il est rassurant. Les gens sont contents. Ça roule et ça continue à rouler. On ne décolle pas. Là, il y a un gars qui dit arrêtez. On s'arrête. On ne va pas décoller. C'est pire que de ne pas être sorti du hangar. Alors il s'intitule GAD d'ailleurs. Voilà. C'est introspectif, c'est un retour sur la folie des dernières années qui vous a amené aux États-Unis, qui vous a permis Il y a de jongler ça. avec tous les exercices. Oui, et il y a un retour à mes premiers spectacles, dans le sens où il y a des personnages qui reviennent. Et c'est un spectacle que je dirais très intime. Le fait de pouvoir faire rire de nouveau une salle, ça c'est savez- presque une urgence vitale. Vraiment, mais c'est pas une exagération de dire ça. Et je me suis produit à Dubaï il y a 2-3 semaines. Les sensations que j'ai eues sur scène, elles étaient carrément physiques, elles étaient organiques, elles étaient... vraiment, physiquement, je revivais, quoi. Et là, j'ai vraiment hâte. On est dans la salle dans laquelle je vais me produire. La capacité sera réduite. Puisqu'on sera à moitié de salle, avec les distanciations sociales. Donc c'est dans la salle Prince-Pierre, qui habituellement c'est 800 places. Donc là on n'aura que 350 places en gros à la vente. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, il y a le côté artiste, sur les sensations que tu peux prendre, mais il y a aussi les sensations que nous en tant que public, on va prendre. Mais en spectacle d'humour, on n'avait plus rien. Et là, je pense que ça va être apprécié par tout le monde. Et puis on a besoin, dans cette période un peu compliquée, de rire un peu. Oui, et il y a une autre chose, c'est que toutes les alternatives qui ont été trouvées pour continuer à faire des shows en streaming, via les réseaux sociaux et tout ça, ça s'adapte à beaucoup d'art, mais pas à la comédie. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de se réinventer, il faut essayer de trouver des nouvelles choses. C'est une jolie conclusion. Merci beaucoup Gad Merci Elmaleh. à vous, merci Salim de Zegdar. nous recevoir. Et donc je le rappelle, rendez-vous les 3 et 4 décembre. Et plus si affinité. Et plus Là je si regarde le affinité. producteur. Oui, beaucoup plus si Ah, affinité. des affinités, c'est sûr, plus, plus moi. Oh, oui, beaucoup Moi, plus. moi, je suis... Alors là, je suis prêt à m'installer ici, là, quelques... Il est disponible quelques jours encore après. Donc, s'il vous plaît, venez signé. le jeudi, venez le vendredi, et puis on verra. Et puis on verra pour les autres jours. Très bien. Merci à vous deux. Merci, on beaucoup. vous attend, merci. Merci.
La billetterie ouvre ce mercredi 18 novembre à midi. Attention, en raison des conditions sanitaires, vous l'avez entendu, il y aura moins de place à la vente qu'à l'accoutumée. On vous retrouve, Alexandra, pour quelques informations pratiques. L'arbre de Noël de la mairie aura bien lieu, Fabien. Évidemment, pas sous sa forme habituelle, mais le conseil communal a souhaité garder cette tradition et offrir un cadeau de Noël aux enfants de 3 à 7 ans résidant à Monaco et dont les ressources du foyer sont équivalentes aux catégories feuilles vertes de la CCSS. Les modalités de retrait des cadeaux seront communiquées plus tard, mais pensez vite à vous inscrire, vous avez jusqu'au 4 décembre inclus. Les inscriptions se font par email, unité-sociale@mairie.mc ou directement sur place à la mairie. Et pour préparer ces fêtes de fin d'année, vous nous proposez un atelier créatif. C'est l'association Terre Méditerranéenne qui propose ces ateliers de couture pour enfants débutants à partir de 10 ans. Ce samedi de 10h à 16h, ils apprendront à réaliser un jeu de morpion personnalisé. Et pour les adultes, ce sera dimanche de 10h à 16h également pour réaliser un sac réversible en tissu recyclé. Le couvre-feu a malheureusement eu raison de certains cours proposés par le pavillon Bozio. L'ESAP a en effet dû annuler certains de ses cours des ateliers publics compte tenu du couvre-feu fixé à 20h. Tous les cours du soir se terminant à 20h ou plus tard sont donc suspendus. Reliure, édition, céramique, 2D, 3D, dessin et peinture. En revanche, les cours en journée sont bien sûr maintenus. Allez, on passe à la météo. Quelles sont les prévisions pour mercredi ? Encore une belle journée au programme mercredi, un temps clair et peu de nuages prévus. Des températures encore douces pour la saison avec 10 degrés dans la matinée et 16 degrés dans l'après-midi. Nous fêterons les Audes. Merci Alexandra. On se quitte avec les photos du jour consacrées au pavoisement un peu partout dans Monaco. Ces clichés sont signés Emmanuel Vitali. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure en ma compagnie. Faudra faire avec. Au revoir et surtout, portez-vous bien.